Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier Marie qui vous offre une chance inouïe, je pense, et c'est d'autant plus vrai quand on vient de province, d'avoir ce foisonnement de groupes de réflexion, de groupes d'échange et de soirées à thème comme celle-ci. On a moins ça à Shanghai. Voilà, on a moins ça à Shanghai, donc je crois qu'il est important de souligner la chance que vous avez pour beaucoup d'être ingénieurs. J'ai cette chance également, comme l'a souligné Marie, pour tout le monde d'être en France et en Europe, puisque c'est le continent le plus éduqué, ce qui certainement nous aidera pour la transition énergétique, et puis d'être sur un continent qui est en paix depuis un bon nombre de décennies maintenant, ce qu'il faut quand même reconnaître comme étant une chance, surtout quand vous comptez le nombre de pays qui sont en cours de déstabilisation ou carrément déstabilisés. Et je crois que quand on allume la radio le matin, c'est quand même ce qui nous frappe. Alors je ne suis pas venu avec une présentation PowerPoint, je suis venu avec ce qui a constitué le début de mon aventure, c'est-à-dire un livre qui, comme l'a rappelé Marie, a été écrit par le professeur Dennis Meadows, et qui s'appelle The Limits to Growth, les limites à la croissance. Donc celui-ci, c'est la version de 1972, et celui-ci, c'est la version française, traduite en français de 2002, qui est sortie en 2012. Vous voyez qu'on a un petit temps de retard à l'image, ce qui, j'espère, n'est pas le cas sur nos têtes. Et donc, 2012, ce livre-là a constitué dans ma vie un véritable tournant. Et c'est ce livre-là qui fait que je suis devant vous ce soir. S'il n'y a pas de The Limits to Growth, s'il n'y a pas de Christophe Grandjean devant le SS Centralien ce soir. Voilà. Alors je vais vous parler de ce livre, et puis je vais vous montrer comment il a rendu une certaine cohérence à un certain nombre de choses que j'avais en tête de façon fragmentée, et qui peu à peu ont été rendues très largement consistantes grâce à cet ouvrage. Alors juste pour mon information, est-ce que certains d'entre vous ont lu ce livre ? Marie ? D'accord, donc ça va, je vais peut-être vous apprendre 2-3 choses grâce à ça. Je voulais vous dire tout à l'heure, si vous avez des questions courtes, vous pouvez lever la main et puis Thomas vous passera les micros. Par contre, les discussions et les débats plus longs, on les gardera pour la fin. Merci. Excuse-moi. C'est pas grave, avec plaisir. Alors pourquoi ce livre est en lien avec le thème de ce soir ? Alors si vous le permettez, je vais étendre un petit peu le thème de ce soir, parce que Marie m'a donné un thème très restrictif, énergie renouvelable et géopolitique. Alors on va faire plutôt de l'énergie en général, et puis on va peut-être déborder un peu sur la géostratégie. Et bien parce qu'il y a un certain nombre de liens communs entre ce livre, la géostratégie, la géopolitique et les énergies en général, et particulièrement les énergies renouvelables, puisque ça va être le grand enjeu du XXIe siècle. D'abord, il y a un certain nombre de points communs qui, je crois, sont bons de rappeler, qui sont le rapport entre l'homme et son environnement. Quand on lit ce livre, on est frappé par une première chose, c'est que dans tous les scénarios qui sont imaginés dans ce livre, et je vais vous expliquer un petit peu le processus, eh bien, dans les 5 premiers scénarios, il y a effondrement de l'humanité au cours du XXIe siècle. Alors ça parle peut-être pas grand-chose quand on dit effondrement comme ça dans un joli salon en région parisienne en 2014 en France, mais on parle là de milliards de morts, et pour l'ingénieur militaire que je suis, ça parle quand même, ça parle. Et du coup, ça pose la question de la cohérence de nos actions. Pourquoi est-ce qu'on fait nos actions, quelles qu'elles soient d'ailleurs ? Pour ma part, je tiens à dire que je suis devenu ingénieur militaire pour servir l'homme. Donc si on a un effondrement de quelques milliards d'hommes, ça perd tout son sens. Il se trouve que les travaux de Meadows ont conduit à ces premiers constats-là, à des horizons qui se situent entre 2015 et 2080, suivant les scénarios.
Alors comment ont été construits ces scénarios et quel est le lien avec le thème de ce soir? Alors ces scénarios sont basés sur une technique qui s'appelle la dynamique des systèmes, qui permet de mettre en interaction un certain nombre de disciplines qui a priori n'ont pas de lien tout à fait, je dirais, franc et direct, ou en tout cas pas avec les mêmes unités. Hein, si on parle démographie, si on parle agriculture, industrie, PIB, pollution, etc., on ne voit pas nécessairement de lien direct comme ça, mais en tout cas on ne sait pas comment les uns interagissent sur les autres tant qu'on n'a pas fait un modèle. L'équipe Meadows, en 1970, a réalisé son premier modèle à la demande du Club de Rome, qui était un club d'industriels à la base, et dont la question était combien de temps peut durer la croissance, pour faire simple. C'était un groupe d'industriels relativement visionnaire, qui se disait bien qu'une croissance exponentielle dans un monde fini prend fin un jour. Leur question était de savoir si ça allait se produire dans 1000 ans ou dans 10 ans. Et on aborde un deuxième thème qui est la question des ordres de grandeur. Dans tout ce qu'on va évoquer ce soir, et jusqu'au niveau local, il faut avoir en tête un certain nombre d'ordres de grandeur. L'avantage de ce livre est de rappeler un certain nombre d'ordres de grandeur, et notamment dans l'évolution temporelle de ces ordres de grandeur. Je vous rappelle un truc d'entrée de jeu qui, moi, me frappe, c'est qu'en l'an 2000, on était 6 milliards d'habitants, et on a franchi la barre des 7 milliards en 2013. Ça ne parle peut-être pas comme ça. Alors si maintenant je vous dis que chaque année il y a 77 millions d'habitants en plus sur Terre, c'est-à-dire 77 millions de bouches à nourrir en plus, c'est-à-dire plus d'une France par année, ça commence déjà à parler davantage. Et maintenant si je vous dis que pour nourrir ces 77 millions d'habitants en plus par an, il faut fois 1000 d'eau en mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalence de 7 fleuves Seine, on a la chance de l'avoir qui passe ici, donc je l'ai traversé tout à l'heure, je me rends un peu compte de ce que ça donne, d'eau potable en plus chaque année. Il faut 7 fleuves Seine en plus chaque année d'eau potable pour nourrir ces nouveaux habitants. Rien qu'en disant ça, je vous ai mis le doigt sur un certain nombre d'ordres de grandeur qui relient la population à un certain nombre de ressources, soit alimentaires, soit liées à l'eau potable. Et donc je vais en citer un certain nombre d'autres comme ça, pour vous montrer un petit peu comment, dans cette modélisation, on arrive finalement à comprendre un certain nombre de conflits, de tensions, de relations entre États, qui sont le thème de la géopolitique, puisque d'après, alors là je vais regarder un petit peu mes notes, puisque le professeur Alexandre Defay, qui est un professeur-chercheur en géostratégie à l'École normale supérieure, dit que la géopolitique a pour objectif l'étude des interactions entre l'espace géographique et les rivalités de pouvoir qui en découlent. Elle est le terrain de manœuvre de la puissance locale, régionale ou mondiale. Alors vous voyez qu'on est complètement dans le sujet parce que moi je vais plutôt adresser la question mondiale, mes collègues adresseront des questions plus régionales et locales, et ça c'est exactement la définition de la géopolitique moderne, qui est une définition qui a évolué depuis les années 80, puisqu'il y a un siècle, la géopolitique était exclusivement centrée sur les États. Et ça a évolué bien sûr au cours du XXe siècle. Quand on parle aussi développement durable, ou en tout cas énergie renouvelable, et je vais faire un petit peu volontairement la confusion entre les deux parce que je crois qu'il faut faire en tout cas le mix entre les deux, c'est-à-dire développement durable, ça fait appel à une notion de durée longue. Qu'est-ce que j'entends par durée longue quand je vous parle de durée longue? Dans mon esprit, c'est de l'ordre du siècle. D'accord? C'est-à-dire que c'est un peu plus qu'à notre échelle à nous. Et tant qu'on ne se projette pas dans ces gammes temporelles-là, on commet souvent l'excès d'aller dans l'inverse, c'est-à-dire dans les durées très courtes, qui sont typiquement les durées financières ou politiques. Alors pourquoi 50 ans, 100 ans, c'est une bonne durée? Parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'une population vieillisse, pour que l'éducation se fasse, pour que les systèmes énergétiques évoluent, pour que les polluants s'infiltrent et disparaissent dans les sols, pour que le capital énergétique d'un pays ou industriel se déprécie. Voilà, et pour qu'on modifie de fond en comble le système énergétique. Et donc, ce livre-là, et toutes les études qui en découlent, donnent un filtre de lecture, à la fois au niveau global mondial et à la fois au niveau personnel.
Alors je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir, mais je vous donne une petite astuce comme ça. Il existe un outil très intéressant pour faire de la projection personnelle des efforts qu'on peut faire ou des actions qu'on peut avoir sur le monde. Ce bilan, c'est le bilan carbone personnel. Cet outil-là, je vous invite à le faire, il est accessible sur Internet. Il vous permet, chacun à votre niveau et individuellement, de savoir, un, quel est votre impact sur votre environnement, et deux, comment influencer sur cet impact-là. Sur les 4 grands postes que sont l'alimentation, les transports, l'habitat et la vie courante de tous les jours, c'est-à-dire les loisirs, les choses qu'on s'achète. Quand vous faites votre bilan carbone personnel, eh bien vous retrouvez certains des grands postes qui sont dans la modélisation vidéo, à savoir les dépenses énergétiques, les transports, la pollution congénérale. Voilà. Alors, avant de parler d'énergie renouvelable dans le détail, il faut que tu m'arrêtes, Marine. D'accord. Parce que je ne sais pas calibrer le discours, donc je vais lire un petit peu les notes que j'ai prises comme ça dans le train, et puis vous m'arrêtez si vous connaissez par cœur, vous m'arrêtez. Je disais donc qu'avant d'aller regarder un petit peu de plus près les énergies renouvelables, et pour ma part, ce sera essentiellement l'énergie solaire, j'aimerais parler avec vous de choses qui ne sont pas des énergies renouvelables au sens strict du terme, mais qui, dans mon esprit et dans mon analyse, en sont quand même. Je m'explique. L'énergie de nos muscles. L'énergie de nos muscles, c'est à la fois une énergie renouvelable, si on respecte l'homme et qu'on nourrit bien l'homme, c'est évidemment pas renouvelable si on fait n'importe quoi avec l'homme. Et je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, ne pas oublier notre passé proche. Rien que tout à l'heure, je relisais quelque chose sur l'Holocauste. Je crois que quand on a ça en tête, on se dit l'homme n'est pas renouvelable. Vous savez, Nicolas Hulot dit la vie dans l'univers est l'exception. La vie n'est pas la règle. Je crois qu'il faut qu'on garde toujours ça en tête. La vie n'est pas la règle. La vie peut être détruite facilement. Encore une fois, là c'est aussi l'ingénieur militaire qui vous parle. La vie peut être détruite, on en a l'exemple chaque jour. L'énergie de nos muscles, c'est la première énergie renouvelable sur laquelle on peut compter. Du reste, j'étais avec mes parents ce week-end, mes parents me rappelaient qu'ils allaient à l'école à pied tous les matins, qu'ils faisaient à peu près 3 à 4 km à pied tous les jours, enfin, aller et 3 km retour, par tous les temps, et que ça leur allait très bien. Donc nous, on a juste oublié tout ça. C'est pour ça que quand je vous parle de durée longue, pour moi, je ne m'inscris pas dans une durée inférieure à 50 ans. Parce que sinon, on oublie tout ça. Et on oublie que la première énergie renouvelable, c'est d'abord la nôtre, et que pour qu'elle soit efficace, il faut la nourrir. Ce qui nous amène au deuxième thème, le thème de l'alimentation. Alors, vous savez certainement que un certain nombre d'excès conduisent à des révolutions dans le monde, et que ces révolutions sont liées à des défauts alimentaires. Vous savez tous, j'imagine, que le printemps arabe a un point de départ qui, pour l'essentiel, se situe en Russie à l'été 2010. Puisque je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'à l'été 2010, il y a eu une sécheresse centenaire en Russie, la plus grande depuis 150 ans, qui a détruit 40% des récoltes russes, qui a fait du jour au lendemain s'arrêter les exportations russes, ce qui a fait bondir les prix des céréales de 60% sur le marché mondial, ce qui a eu comme corollaire assez immédiat de faire en sorte que les gens qui sont grands importateurs de céréales, à savoir le pourtour méditerranéen, ont crevé de faim. On peut le dire comme ça. Ça a donné le printemps arabe. Alors évidemment, il y a d'autres causes. N'empêche que celle-ci a été le déclencheur. Donc ça vous rappelle que l'alimentation, c'est quand même le premier vecteur d'énergie. Pas d'alimentation, pas d'homme, pas de soirée ce soir. Et pas de débat. Donc je reviens toujours quand même à l'homme. Rappelez-vous, il y a encore, pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline, juste après la Seconde Guerre mondiale, a largement usé de cette arme-là
pour réduire à néant un certain nombre de populations également. Et vous savez aussi qu'il y a 1 milliard d'habitants sur Terre qui souffrent de malnutrition, et que rien qu'en 2008, il y a eu plus 100 millions d'habitants sur Terre qui se sont mis à souffrir de malnutrition. Voilà. L'alimentation, c'est l'eau, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors ça, si on veut faire un petit peu de géopolitique ou de géostratégie, ça vous éclaire peut-être sur les tensions qui arrivent entre l'Éthiopie, le Soudan, le Sud-Soudan et l'Égypte. Sachez que depuis 1929 et 1959, 75% de l'eau du Nil est à vocation exclusive du Soudan du Nord, puisqu'il y a eu scission maintenant, et de l'Égypte. Alors tout ça est très bien, sauf que l'essentiel de l'eau est quand même produite en amont, notamment en Éthiopie. Il se trouve que depuis 1 ou 2 ans maintenant, l'Éthiopie a quelques velléités de construire des grands barrages hydroélectriques sur le Nil, avec l'appui de la Chine. Tout ça va peut-être vous éclairer dans les années qui viennent, ou les mois qui viennent, sur les tensions qui ne vont pas manquer d'être exacerbées dans cette zone-là, et qu'on mettra très probablement sur le compte de tel ou tel groupe islamiste, terroriste, au fin fond du Soudan. Retenez qu'il y a aussi d'autres causes et d'autres germes à tout ça. Et l'eau, évidemment, pas d'eau, pas de vie, l'affaire est réglée. Donc les gens ne vont pas se laisser faire. Les Égyptiens, dans les années 60, ont massé leurs troupes au Soudan parce que l'Éthiopie avait eu les mêmes velléités. Voilà. L'affaire avait tourné court à cette époque-là. Je ne pense pas qu'avec l'appui de la Chine maintenant, l'affaire va tourner court. Donc je pense qu'il faut regarder de ce côté-là aussi. Au Yémen, à Sanaa, la capitale, il y a de l'eau courante 1 jour sur 4. Dans le sud du pays, c'est 1 jour sur 2. Voilà quelques petits exemples qui font que si un jour on entend parler du Yémen, on se posera peut-être la question de l'eau au Yémen. Vous savez que la Chine est pour 1/3 un immense désert et qu'elle est en voie de désertification massive. Si vous regardez des photos du fleuve Yangtze, vous verrez que la désertification là-bas, c'est pas juste une histoire pour rire. Et vous savez, je le disais tout à l'heure, qu'on a triplé depuis 50 ans la pression sur les ressources en eau avec l'augmentation de la population. Si vous allez sur Twitter et que vous tapez Christophe Mangeant hors de grandeur, vous verrez un petit tweet que j'ai publié il y a quelques mois de ça, qui donne un ordre de grandeur justement sur l'eau et sur les besoins de l'agriculture. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle d'agriculture, je vous fais un petit parallèle avec le solaire photovoltaïque, qui est le domaine dans lequel je travaille. Est-ce que vous savez que le problème du solaire photovoltaïque en France n'est pas un problème de place? Je vais juste vous l'illustrer par un petit ordre de grandeur. Si vous prenez toutes les cultures aujourd'hui qui sont dédiées aux agrocarburants en France, c'est à peu près 2,5% de la surface agricole utile française. Vous prenez cette surface-là, vous rajoutez dessus des panneaux solaires. D'accord? Eh bien, vous produisez la moitié de la quantité totale d'énergie électrique dont on a besoin en France. Donc si aujourd'hui les quelques champs de colza, etc., que vous voyez dans la nature, qui sont dédiés exclusivement aux biocarburants, si vous les transformez en champs solaires, vous n'avez pour ainsi dire plus de problème d'électricité en France, en termes de production électrique. Donc ça vous donne un ordre de grandeur, c'est-à-dire que tout ça, c'est pas un problème de place, mais on y reviendra tout à l'heure sur ça. Et puis bon, je parle pas de... Merci. Juste question courte, du coup, c'est du photovoltaïque, comme on l'entend, avec des panneaux classiques ou sur du thermique? Classique. Juste et votre calcul, c'est sur la capacité installée ou la production effective? Production effective. Ok, d'accord. Je parle en énergie, pas en gigawatt, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, je continue un peu dans les énergies renouvelables ou pas. Le bois, par exemple. Le bois, c'est une énergie renouvelable ou pas. Ça dépend comment on l'exploite. Vous savez qu'en Chine et en Europe, il y a plus de forêts primaires depuis le XXe siècle. Vous savez qu'en République dominicaine et en Haïti, il y a une des deux parties de l'île qui a du bois et l'autre qui n'en a plus. Vous savez évidemment qu'au Brésil et en Amazonie, tout ça est en voie de déforestation massive, ce qui va nous amener évidemment
à d'autres contraintes. Donc tout ça, dans le livre de Meadows, dans la modélisation, on retrouve les boucles de rétroaction qui font que le jour où il n'y a plus de forêt, il manque un certain nombre de choses sur Terre, y compris d'ailleurs liées au changement climatique, et que tout ça se répercute in fine sur la population, sur la pollution, sur les financements qui sont disponibles pour aller lutter contre ça et qui du coup ne sont disponibles ailleurs, notamment pour les biens et les services, etc. etc. L'intérêt de ce genre de modélisation, je vous invite vraiment à lire ce livre, c'est que tout ça reboucle dans le temps de façon dynamique. Si vous coupez quelque chose d'une branche à un endroit, ça a nécessairement une influence à un autre bout de la chaîne. Et au bout d'un moment, ça finit par s'écrouler si on ne vise pas l'équilibre. L'hydroélectricité, bien sûr, sera également impactée par le changement climatique. J'ai déjà parlé des conflits, on va dire, géopolitiques, géostratégiques, notamment au niveau africain, mais sachez qu'en France, dès maintenant, l'hydroélectricité ou l'hydraulicité commence à diminuer ou à être stagnante à cause du changement climatique. Et qu'à horizon 2030, on chiffre à peu près 5% la diminution de capacité hydraulique en France à cause du changement climatique. Et à horizon 2050, on est plutôt autour de 15-20%. Voilà, donc tout ça, ça veut dire que l'enjeu du changement climatique sera aussi en arrière-fond de tout ce qu'on dit ce soir, que ce soit moi ou mes collègues, parce que ça va nous impacter aussi. Je donne régulièrement des cours, j'en donne un après-demain à la fac de Grenoble, et je dirais aux étudiants qu'en 2050 et en 2100, leurs enfants n'iront plus skier dans les Alpes. Plus de neige. Voilà. Faire régler. Comme ça, on fera du ski sur l'herbe. Alors, ça les surprend toujours un peu, mais enfin, tout ça est simulation numérique à l'appui et équipe de chercheurs à l'appui. Donc, c'est pas juste des paroles en l'air pour faire peur. Le changement climatique, c'est une réalité. Alors, juste pour maintenant centrer un peu le débat sur les énergies renouvelables, je crois qu'il faut quand même bien avoir en tête que le XXe siècle a été le siècle des énergies fossiles, pour comprendre que toutes les évolutions géopolitiques, géostratégiques, humaines, techniques, etc. du XXe siècle ont été le fait quasi exclusif des énergies fossiles. D'abord le charbon, entre 1860 et 1910, pour faire simple. Ensuite, le charbon qui supplante le bois peu à peu, il supplante le bois en 1860. Dans l'entre-deux-guerres, le pétrole arrive et s'additionne, s'ajoute aux capacités de charbon. Et puis, à partir de 1960, le gaz s'ajoute encore à tout ça. On est en train de vivre aujourd'hui quelque chose d'assez inattendu, c'est-à-dire qu'on est au maximum de toutes ces énergies fossiles. Pourtant, on va en rajouter pendant un certain temps. On va en rajouter un petit peu avec les énergies fossiles non conventionnelles, que sont les gaz de schiste, les pétroles non conventionnels, etc. Je pense qu'on reviendra sur ces questions tout à l'heure. Alors pourquoi je vous parle des énergies fossiles maintenant? Parce que fondamentalement, les mêmes changements qu'on a connus grâce aux énergies fossiles, on va les revivre dans un sens ou dans l'autre, ça dépendra de ce qu'on met derrière, mais en tout cas, on va vivre la même chose par le passage aux énergies renouvelables. Puisque vous savez, et je ne vous apprends rien, que toutes ces énergies fossiles vont connaître leur pic. Le pic pétrolier est déjà passé, 2006-2008, les experts se battent là-dessus, c'est pas très grave. On rajoute un petit peu de non conventionnel en ce moment, ce qui vous explique d'ailleurs un certain nombre de changements de Paris-Centre. Ce qui se passe au Venezuela à l'heure actuelle, à mon avis, n'a rien à voir avec un problème de démocratie ou pas, ou de junte militaire ou pas. Ça a à voir avec le fait que le Venezuela est gavé de schiste bitumineux et qu'un certain nombre de pays veulent mettre la main dessus. C'est tout. Voilà. Vous allez avoir, je pense, en tout cas je peux me tromper, mais je ne crois pas, un changement de barycentre massif qui va s'opérer dans les 10-15 ans à l'avenir entre l'Irak et l'Iran. Je crois que le problème nucléaire en Iran est une fausse excuse. Et là, c'est l'ingénieur militaire qui parle, celui qui a fabriqué les têtes nucléaires. Je pense que toute cette vaste affaire-là est un grand enfumage.
L'Iran, c'est la première réserve mondiale de gaz. Et c'est l'une des plus grandes réserves de pétrole. Si vous faites l'hypothèse que dans les années qui viennent, l'Arabie Saoudite va passer son pic pétrolier, vous faites l'hypothèse qu'à consommation constante, il y a un besoin massif de trouver de nouvelles ressources. Et comme le pétrole et le gaz iranien ont dormi pendant 50 ans grâce aux différents embargos depuis la chute du Shah d'Iran, vous en déduisez nécessairement qu'il est temps, petit à petit, d'ouvrir les frontières iraniennes. Alors c'est très rigolo parce que je disais ça il y a 2 ans. Alors évidemment, il y a 2 ans, on parlait plutôt d'aller bombarder Téhéran qu'autre chose. Et on avait vraiment des plans pour ça. On en a encore. Et puis petit à petit, ça s'ouvre. Petit à petit, alors ça va prendre du temps, il va y avoir des rebondissements, machin. Bon. Et puis il y aura peut-être même la question de l'arme nucléaire derrière, mais très franchement, pour quelqu'un qui a militarisé les têtes nucléaires, je peux vous dire que cette question-là n'est pas à l'heure du jour. C'est pas le problème du nucléaire. Ce qui est derrière tout ça, ce sont les énergies fossiles. Donc il va y avoir très probablement, en tout cas c'est mon analyse, un changement de barycentre. Alors je vais vite un petit peu vers alors il va y avoir un changement de barycentre. Donc tout ça nous amène vers les années 2020, 2030 peut-être. Et puis de toute façon tout ça connaît un pic. Tout ça connaîtra un pic. Alors, d'après Milos, le premier scénario, le pic arrive, le pic général d'énergie fossile arrive autour des années 2015, et puis tout ça s'écroule joyeusement derrière parce qu'on n'a rien fait. Il se trouve qu'on a déjà un petit peu commencé à engager, au moins à l'échelle de certains pays ou de certaines régions, un certain nombre d'initiatives, mais au niveau mondial, il ne se passe rien. Au niveau mondial, on est exactement sur la trajectoire du scénario standard de Milos. Et ce scénario-là, depuis 40 ans, n'a jamais été mis en défaut. Il n'a jamais été modifié, il n'a jamais été mis en défaut. Tous les mois à peu près, j'essaie de collecter des infos, je rajoute des points. Du reste, un chercheur australien, Graham Turner, fait la même chose que moi depuis 10 ans et il publie régulièrement des articles là-dessus. Ça fait 40 ans que le scénario Milos standard, celui qui montre un début d'effondrement en 2015, à partir de 2015, n'a pas été mis en défaut. Donc je croise les doigts pour qu'il se soit trompé. Mais si vous me trouvez sur Terre un modèle, quel qu'il soit, en économie, en finance, en physique, etc., qui résiste comme ça au temps, avec un nombre de variables aussi important, bah vous me faites signe, on en discutera. Donc moi j'ai tendance à croire ces modèles, j'ai tendance à croire que les solutions qui sont proposées, dont les énergies renouvelables font partie, dont l'efficacité énergétique fait partie, dont la décroissance, c'est moi qui fais ce rôle, c'est bien les coups de fusil. Ah, il faut le dire. Dont l'équilibre démographique fait partie, on en parle très peu, mais il n'y a aucun scénario qui tient si on ne va pas vers une stabilisation de la population. Alors là, j'en arrive aux énergies renouvelables. Par exemple, Allemagne. Vous savez que dans le scénario allemand, il y a bien sûr les énergies renouvelables, objectif 100% d'électricité renouvelable par exemple avant 2050. Ça c'est déjà le cas, j'ai eu les dernières courbes tout à l'heure. L'éolien et le solaire grillent maintenant le charbon. Voilà. Il y a des jours complets où on baisse les capacités en charbon parce qu'il y a du soleil, enfin, il y a du soleil et du vent. Mais dans le scénario allemand, il y a également la stabilisation, voire la baisse de la population allemande. Alors en France, la première fois que j'ai entendu ça à la radio, tout le monde disait « Ah, c'est pas bien, c'est pour les Allemands. Ils n'arrivent plus à croître en population. » C'était un attendant. En France, c'est la politique des allocations familiales, je le sais, on est 5 enfants. J'ai 4 frères. C'était vraiment un truc fantastique. Mes parents, quand je leur dis ça, ils en pleurent. Je leur dis « Mais non, c'est super. C'est super. La stabilisation de la population, si vous prenez l'équation de Kaya, elle permet une stabilisation énergétique, une stabilisation des besoins, etc., plutôt qu'une croissance démographique exponentielle. Vous parliez tout à l'heure de la stabilité de la population en Allemagne. Quelles sont aujourd'hui les mesures prises par l'Allemagne à ce sujet-là? Aucune, à ma connaissance.
Quelles sont les mesures prises par l'Allemagne pour stabiliser cette population? À ma connaissance, il n'y en a pas. Moi, je crois plutôt que c'est le résultat de deux choses. Alors ça, c'est une analyse personnelle hein, qui n'est étayée par rien, mais c'est juste perso. Je crois qu'il y a deux choses. Un, il y a le niveau de vie. Vous savez que la transition démographique s'effectue lorsque le niveau de vie augmente, le nombre d'enfants diminue. Ça, c'est vrai au niveau mondial. Et puis, je pense que leur transition énergétique, très engagée depuis déjà presque 2 décennies, on peut le dire comme ça, eh bien, a eu cette vertu que les gens ont eu ce discours que je vous tiens ce soir déjà depuis longtemps. Et je pense que le résultat, on l'a maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, il y a une conscience collective que ça, des enfants, si on ne peut plus les nourrir, ça ne serait pas grand-chose. Voilà. Alors, heureusement, pour ma part, que j'ai su ça après avoir eu mes 3 enfants. Sinon, j'aurais eu un sérieux cas de conscience. Très franchement, c'est pas de la rigolade. Quoi. Franchement, je suis content de les avoir. Mais si j'avais eu cette réflexion-là il y a 10 ans, 13 ans même, je pense que ça aurait été dur, très dur. Voilà. Allez, je termine rapidement parce que oui, j'ai largement mangé mon temps de parole et j'ai toujours pas parlé d'énergie renouvelable. Donc moi, je crois dans le modèle allemand. Je crois dans le modèle allemand parce qu'il fait sens. Il fait sens et il donne une vision. Vous voyez qu'en France, en ce moment, ça patauge. Ça patauge. Le problème du solaire en France, ce n'est pas un problème technique. Il n'y a pas de problème technique avec le solaire. Que ce soit le photovoltaïque ou le solaire thermique. Il n'y a pas de problème technique. Ceux qui vous font miroiter qu'il faut gagner 1% de rendement sur les panneaux solaires, ou 3%, ou 10%, ou machin, ça c'est du vent. C'est du vent. Il n'y a pas de problème technique avec le solaire en France. Les problèmes sont réglementaires, administratifs, financiers, esthétiques si on veut, etc. Il n'y a pas de problème technique. On est aujourd'hui avec des panneaux qui convertissent 20% de l'énergie lumineuse en électricité. Le rendement théorique est autour de 30%. On a gagné quelques petits pourcents depuis 40 ans. Il y a 40 ans, j'ai des panneaux solaires dans mon bureau qui ont 40 ans. Ils étaient à 15% de rendement. Aujourd'hui, on est à 20%. Et les panneaux sont toujours vivants. Il n'y a pas de problème technique. On a gagné 5% en 40 ans. Est-ce que ça a changé la face du monde? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis, en France à tout le moins, beaucoup de panneaux solaires. Pourquoi je dis que ça va changer quand même un peu la face du monde, tout ça? C'est que la course solaire, elle est lancée, ça y est. Elle est lancée. Et moi, je l'ai vu partir à la course. Alors, je pense que mes collègues en reparleront de ça. Moi, j'ai eu cette chance-là quand je suis arrivé à l'INES, de faire partie de ceux qui étaient dans le premier wagon de l'INES, avec une production de panneaux solaires mondiale qui était, on peut le dire, négligeable, epsilonesque. Photowatt, le grand fabricant de panneaux français de l'époque, qui, avec ses 60 MW ou je sais plus 70 MW par an à l'époque, était dans les premiers mondiaux. C'était un fleuron mondial, cette affaire. Les grandes centrales, quand on faisait une centrale à 10 MW, c'était le bout du monde, quoi. Je guette depuis quelques semaines maintenant la première centrale 1 gigawatt, parce qu'elle va arriver bientôt. Elle est déjà dans les tuyaux. Il y a 6 mois de ça, je guettais la centrale 500 MW. Elle est apparue. Donc voilà, je termine. Donc j'y crois, et j'y crois aussi vis-à-vis du changement climatique. Je vous donne juste un petit ordre de grandeur. Le charbon produit à peu près 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Le pétrole, c'est à peu près 2 fois moins, pour faire simple, et une centaine de grammes de CO2 par kilowattheure pour le gaz. Eh bien, le solaire, l'éolien, géothermie, hydraulique, etc., c'est 10 fois moins. C'est à peu près, c'est entre 5 et 10 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, même vis-à-vis du changement climatique, je vous ai parlé du pic pétrolier, etc., mais rien que vis-à-vis de la pollution, on sait que la transition énergétique vers les énergies renouvelables sera gagnante. Donc tout ça est juste une question de physique. On peut le prendre par tous les bouts, c'est l'avantage des modèles bouclés. Vous partez de n'importe quel bout et vous aboutissez nécessairement pour des raisons physiques au fait que la transition énergétique, plus tôt on la fait, mieux on se porte. Donc il faut foncer. Et je passerai la parole à Roch qui va vous dire comment lui il fonce dans le nord de la France, mais on fonce plus dans le nord que dans le sud, je pense, c'est pas tout à fait vrai. Voilà, donc je conclue.
Je conclue, Marie, je conclue. Accorde-moi encore une minute, je conclue. Pour moi, le passage aux énergies renouvelables, hormis le fait qu'elles s'imposent, il est porteur de multiples opportunités. Des opportunités temporelles, d'abord, parce que, encore une fois, alors qu'on est dans le très court-termisme, on a l'occasion là de redonner une vision moyen-long terme aux choses. Et c'est d'ailleurs ce qui avait permis à Marie de me triguer sur cette conférence de ce soir, puisque j'avais présenté un modèle il y a quelques temps, sur justement comment redonner de la valeur aux choses que l'on achète. Ça, je vous en reparlerai à l'occasion. Donc, redonner de la valeur temporelle aux choses, redonner de la valeur spatiale et géographique aux choses. On l'a vu, il va y avoir différentes échelles de mise en œuvre de la transition énergétique. Régionale, locale, nationale, internationale. Vous le voyez bien entre les relations France-Allemagne en ce moment, ça gadouille encore un peu. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes de vision de la transition énergétique. Du jour où on sera sur la même longueur d'onde, vous verrez que tout ça va emmener l'Europe. La transition énergétique, même si les énergies renouvelables ne pèsent que 15% dans le mix énergétique, ou 20% ou 30%, à horizon 2030-2050, tout ça pèsera en fait bien plus dans nos vies. Si vous faites une petite règle de 3, le pétrole aujourd'hui, dans le PIB français, il vaut quelques pourcents du PIB français, le pétrole. Les économistes disent il n'y a pas de question de pétrole en France. D'accord ? Ça s'appelle la loi du cost share en économie. Quand vous êtes en première année d'économie, on vous explique que tout ça, c'est peanuts, et que ce qui compte, c'est le capital, la finance, etc. Parce que le pétrole, zéro. Vous faites le ratio coût du pétrole sur le PIB français, 0,7, un truc comme ça. Donc, on évacue la question. Non, le pétrole, vous le coupez des mains, il n'y a plus de PIB français. Ben, les énergies renouvelables, c'est pareil. Le solaire fera 15% en France à horizon 2030. Eh bien, je pense que dans nos vies, il pèsera en fait bien plus lourd que ça. Donc ça donne des opportunités comme ça et des visions. Ça remet l'homme au centre du débat, comme je vous le disais. Et enfin, et je conclue là-dessus, pour moi, ça a un sens extrêmement fort parce qu'on est en train d'écrire l'histoire. On est en train d'écrire l'histoire. Et ça, c'est fabuleux. De savoir qu'on va être dans les livres d'histoire, c'est fabuleux. Quand je dis ça aux jeunes, ils me regardent avec des yeux écarquillés parce que souvent je leur montre une photo de Christophe Colomb en même temps. Et je leur dis, on va être dans les livres d'histoire comme Christophe Colomb, comme Jésus-Christ, comme Jules César, comme Napoléon. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est la même chose. La même chose. Dans 200 ans, les étudiants ouvriront leur livre d'histoire et ils verront la transition énergétique au XXIe siècle. C'est juste une certitude physique. Moi, je fais partie de ceux qui veulent accompagner ce mouvement-là. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ce soir et je vous remercie de votre attention. Désolé, non. Merci beaucoup, Christophe.